Bon midi à tous. Très heureuse de vous accueillir sur votre heure de dîner. Vous êtes très gentils de vous joindre à nous. Je me présente, je m'appelle Sarah Dumais-April, je suis conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio et je serai maître de cérémonie pour ce panel de discussion. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire dans le chat. Je sais qu'on ne se voit pas, on est en mode webinaire. Par contre, vous avez l'option clavardage. Je vous invite justement là, dans votre clavardage, vous avez plusieurs options. Si vous voulez partager avec tout le monde, ce serait super intéressant là, si vous pouviez vous mettre dans l'option parler à tout le monde. Donc, bienvenue. Ce midi, on a un panel qui se nomme « Le lien à distance, expérience et astuces pour mettre l'humain au centre de la FAD » et ce panel sera animé par Laurie Couture de l'École branchée. Bonjour Laurie. Allô! Je te présente un petit peu Laurie avant qu'on commence. Correct. Donc, Laurie Couture carbure à l'accompagnement professionnel et à la créativité. D'abord enseignante de français et d'univers social au secondaire dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle est maintenant conseillère pédagogique à l'école branchée, ce qui lui permet de nourrir ses passions au quotidien et de constamment repousser ses limites. Son intention, faire briller les acteurs du milieu de l'éducation pour qu'ils se sentent bien confiants et stimulés. Je pense que c'est pas mal ce que tu viens faire avec nous aujourd'hui, Laurie. Oui, donc on va parler du lien à distance. Donc oui, on va essayer de démystifier un petit peu ça, là, qui est quand même assez... parfois un petit obstacle dans le milieu. Fait que oui. j'ai des merveilleuses personnes avec moi pour parler de ce sujet tant important. Je te laisse d'ailleurs nous les présenter, puis on se retrouve tout à l'heure. Super, merci beaucoup Sarah pour cette belle introduction. Donc, bon midi tout le monde. On va accueillir mes gentils amis. Donc, si tu veux les propulser à l'écran, ça va faire bang, 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 bang. Les magnifiques panélistes de ce midi. Donc, j'ai l'honneur de pouvoir discuter du lien à distance avec des gens qui vivent je ne sais pas comment appeler ça, mais qui vit avec cet enjeu-là au quotidien. On a des gens de tous les ordres, étant donné que la Fadio est interordre et que la formation à distance ne se vit pas simplement au cycle supérieur comme on peut parfois le penser. On a des gens du secondaire, des gens de l'AFP, on a quelqu'un du cégep et quelqu'un de l'université. Donc, bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter. Étant donné que c'est vous là, qu'on veut entendre ce midi, fait que je vais commencer, je vais y aller en ordre de gens qui apparaissent sur mon écran, puis j'imagine qu'on est dans le même ordre pour tout le monde. Fait que je vais commencer par M. Guy. Monsieur Guy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Guy Gervais. Je suis coordonnateur d'un programme de scolarisation à distance, mais secteur jeune. En fait, 3e, 4e et 5e secondaire. On a un programme un peu particulier parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est ce qu'on appelle des athlètes de haut niveau. Donc, des athlètes pour qui le sport-études ne suffit plus à leurs besoins. Ils ont trop d'entraînement, trop de sorties à l'extérieur du pays et tout ça. Donc, on a un programme qui couvre à peu près 60 à 80 élèves, là, secondaire 3, secondaire 5, d'un peu partout au Québec. On les scolarise à distance à temps plein. C'est ça qui est particulier aussi. Donc, on les voit un petit peu en début d'année, puis à la fin de l'année pour les examens. Le reste, on est 100% temps plein sur une plateforme asynchrone. Super. Puis la plateforme que tu utilises, c'est? C'est Moodle, évidemment, parce que ça demande un suivi particulier, là. Absolument. Je vois le grand, je ne sais pas si Marilyn est là, mais je vois son grand sourire à distance. Donc, merci beaucoup, Guy, d'être là. J'ai hâte de t'entendre parler de ça, la distance comme ça, avec des jeunes qui ont un parcours qui n'est pas linéaire, hein, qui a des arrêts ponctuels, puis qui ont quand même des enjeux de temps à gérer. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Michael, donc, et non Michael, pour dire Michael. Oui, c'est bien ça. Michael Redman, enseignant au département de gestion et intervention en loisirs du cégep de Rivière-du-Loup. Nous aussi, on a une réalité un peu particulière. On enseigne en comodal, en fait. Donc, on a des étudiants en classe au cégep de Rivière-du-Loup, puis en classe au cégep de Chicoutimi à distance. Donc, on met en pratique toutes les techniques d'enseignement à distance. Puis, on utilise aussi, nous, Moodle. Donc, c'est la plateforme qu'on a décidé d'utiliser également au programme. Super, merci beaucoup. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de parler de l'aspect comodal parce que tu vis à la fois la distance et la présence au même moment.
Puis j'ai hâte que tu nous en reparles tantôt. Merci beaucoup, Michael, d'être là. Ça fait On plaisir. poursuit avec Julie. Bonjour, Julie. Bonjour Laurie, bonjour Michael, Guy et tout le monde ce midi. Donc, je m'appelle Julie Chamberlain. Je suis à temps plein, je suis enseignante en art dramatique au primaire présentement. Je suis aussi chargée de cours à l'Université Laval, donc au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, plus précisément pour le cours d'intégration des technologies en enseignement secondaire. C'est un cours qui est en modalité hybride, c'est-à-dire qu'on alterne le présentiel et à distance asynchrone. On est aussi quand même, ça peut arriver là, que s'il neige, on dise à nos étudiants, bon, ben aujourd'hui, c'est commodal. Donc, on y va dans la flexibilité. Et je suis également superviseur de stage qui me donne l'occasion d'accompagner des stagiaires au stage 2 en enseignement primaire. Donc, c'est plus de l'ordre de l'accompagnement que de l'enseignement, mais la distance, bien sûr, est évidemment un enjeu là, au cœur de cette supervision-là et de cet accompagnement. Absolument, parce que tu n'es pas constamment, tu ne vois pas tes élèves à tous les jours. Tu sais, on le sait qu'à l'université, il y a beaucoup de choses qui se font justement en asynchrone. Donc, j'ai hâte de t'entendre aussi à ce sujet-là. Merci d'être là, Julie. Merci, Laurie. La dernière et non la moindre, Hélène. Allô, Hélène? Bonjour tout le monde. Donc, très heureuse de partager mon midi avec vous. Donc, moi, j'enseigne en AFP, donc je suis en formation professionnelle. J'enseigne l'AEP en service de garde en milieu scolaire. Donc, quelle belle formation à donner. C'est une formation où il y a beaucoup de plaisir. Donc, ça fait penser un petit peu à Michael, où est-ce que dans les loisirs, il y a beaucoup de plaisir. Bien, dans ma formation aussi, il y a une belle notion de plaisir qui s'installe dans l'enseignement. Donc, de mon côté, moi, j'enseigne en FAD. J'ai aussi une cohorte synchrone. Donc, j'ai 22 étudiantes que je chapeaute. Et j'ai aussi des étudiantes en RAC. Donc, je porte plusieurs chapeaux et j'accompagne mes étudiants en finalité dans les stages aussi. Donc, c'est vraiment très, très riche là, en termes d'accomplissement de mon côté. Je trouve ça super intéressant parce que vous avez tous une expérience différente de comment vivre le fameux à distance. Puis là, ce midi, on va parler du lien. Parce que souvent, quand on va critiquer l'enseignement à distance, c'est souvent ce qui va ressortir. C'est comme si l'élève, il n'y avait pas le lien avec le prof aussi facile que dans le présentiel. Donc, ce midi, notre intention, c'est un peu de discuter de ça, comment l'écran peut finalement ne pas être un frein à ce lien-là, mais un moteur. Donc, pour être capable de parler de ce lien-là, je trouve qu'il est essentiel de se poser la question pour chacun de vous. Puis je vais interpeller Michael en premier. Toi, là, quand je te dis, c'est quoi pour toi avoir un bon lien avec tes élèves? Tu m'as déjà un peu jasé de ça, puis toi, tu pars de la base, tu dis, ben il faut que je connaisse leur nom, même s'ils ne sont pas dans ma classe. Fait que... Exactement, je pense que c'est la base de tout, hein? Commencer à faire un lien, puis ça, c'est en présence comme à distance, mais de commencer à prendre le nom de la personne, s'intéresser à eux, s'intéresser à leurs caractéristiques, leurs besoins, leurs intérêts aussi, pour adapter après ça notre enseignement pour eux. Puis d'être disponible, je l'ai dit aussi, là, mais je crois que c'est ce qui est le plus important, donc se démontrer disponible à distance, donc d'avoir des plages horaires, ouvrir Zoom, bref, créer un contact avec eux autre qu'on ne peut pas créer nécessairement en présence. Donc voilà, puis les accompagner, croire à leur réussite, je pense que c'est ça qui est important. Donc, accompagner, connaître leur nom. Donc, au même titre que quand ils sont en avant nous, quand ils se branchent, tu ne dis pas c'est quoi dans son nom, tu sais, c'est clair, tu sais, il y en est où dans son cursus. Puis toi, tout ça, Hélène, tu as tendance à appeler ça une approche sécurisante. Tout à fait. Donc, je vais être rapide. Donc, c'est vrai, je vais vraiment faire du pouce sur ce que Michael a nommé. Dans le fond, là, je vais être rapide à aller faire mon premier lien avec l'étudiant. Donc, vraiment d'entrer en contact avec lui. Donc, je vais m'organiser aussi pour que l'étudiant ne reste pas pris seul dans un questionnement. Donc, je vais faire en sorte de créer un safe space où est-ce qu'on va régulièrement communiquer ensemble pour vraiment faire en sorte que l'élève ne reste pas pris, ne se sente pas isolé. Donc, vraiment, mon but, là, c'est vraiment de briser l'isolement auprès de l'élève pour faire en sorte qu'il se sente rapidement pris en charge. Et on le sait qu'en 2023, la société est un petit peu plus anxieuse. On a besoin de réponses rapides à nos questions. Donc, il faut offrir ça à nos étudiants également. Donc, il faut vraiment être attentif à ce niveau-là.
Fait que dans le fond, j'aime beaucoup comment tu dis de briser l'isolement, parce que quand on est en formation à distance, on peut penser que la personne est chez elle, qu'elle n'a pas un accès aussi privilégié qu'en présence. Fait que de briser cet isolement-là. Puis, Julie, de ton côté, tu complètes super bien avec ce que Michael et Hélène disent parce que tu parles de disponibilité de toutes sortes de façons pour briser cet isolement-là. Oui, bien c'est ça. Hélène l'a dit, on est en 2023, puis on enseigne à des jeunes, parfois des moins jeunes, qui ont à s'adapter eux aussi. Puis il faut, je pense, nous montrer une certaine flexibilité. C'est-à-dire que le fameux courriel de U-Laval, bien, ça se peut que mon étudiant, il ne le regarde pas chaque jour, puis qu'il n'ait pas les notifs sur son téléphone, puis c'est correct. Plutôt que de me fâcher contre cet état de situation-là, c'est à moi de trouver une façon de communiquer avec mes étudiants. Souvent, j'en parle avec eux en début de session. Est-ce qu'on sort des forums pour telle affaire? Envoyez-moi un courriel pour des trucs perso. Ils ont mon numéro de cellulaire, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me texter. Et je vous assure qu'aucun ou aucune n'a abusé de ça jusqu'ici. Le cas échéant, peut-être que j'aviserai. Mais pour moi, c'est vraiment important d'aller les rejoindre où ils sont et non pas de m'attendre à ce qu'ils passent leur vie à regarder s'il n'y aurait pas une nouvelle notif sur ma page de cours. Donc, la communication est vraiment très importante, l'ouverture qui vient avec ça. Je trouve aussi, Laurie, on en a parlé quand on s'est préparé un petit peu, il y a le lien avec moi, mais aussi le lien entre les étudiants qui est vraiment important. Donc, de favoriser dans les activités, dans les échanges, une espèce de collaboration entre les étudiants de la co-création participative de connaissances. Donc, les mettre ensemble, créer des occasions où ils sont 5, 6, ils rapportent quelque chose au groupe, ils partagent leurs idées. Pour moi, à distance, la classe, c'est d'autant plus important de voir la classe, le groupe comme une communauté d'apprentissage. Fait qu'il faut créer ces occasions-là pour que les liens soient solides entre tous les acteurs de cette classe-là. Je trouve ça super important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est en classe en présence, on a accès à des collègues. Puis à distance, ben, je pense que c'est un peu le rôle de l'enseignant ou du professeur de créer ou du chargé de cours, bref, je vais toutes les nommer, de créer ces espaces-là où l'élève peut aussi avoir accès à ses collègues de classe. Puis la technologie, ben, ça vient vraiment nous aider à faire ça. Il y a des plateformes qui existent pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça va loin, justement. Puis là, ben, à travers tout ça, on a entendu parler de l'élève, on a entendu parler des collègues de classe, mais Guy, de ton côté, t'entres les parents dans cette boucle-là parce que tu es au secteur jeune, veux pas, les parents sont impliqués. Fait que comment tu fais vivre ça, là, cet aspect-là de coéducation au niveau de la communauté avec les parents? Bien, je pense que la première chose, parce que je vous rappelle qu'ils sont à temps plein en ligne. Donc, le premier élément pour nous, c'est le visuel. Que l'enseignant, que les parents, que tout le monde se voit au moins une fois au départ pour qu'après, ça soit moins gênant, en guillemets, de se voir, de dire, ben j'ai besoin, il faudrait que je te contacte. Donc, nous, en début d'année, on rencontre les parents et les élèves ensemble. Puis, pour chacun des cours, l'enseignant rencontre les élèves une fois, 10 minutes, 10-15 minutes, hors cours, là, juste pour, regarde, c'est moi qui va t'enseigner, comment ça va, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que c'est toujours intéressant pour nous parce que c'est des élèves un peu exceptionnels, disons. C'est quand on a un élève de secondaire 3, on rencontre en début d'année, puis il arrive du Chili parce qu'il est en ski alpin, parce qu'un autre est... Bon, c'est des choses comme ça, fait que ça facilite. Mais le fait d'avoir ce premier contact-là, parce qu'on ne l'avait pas au début, a changé beaucoup de choses pour les communications suivantes. Et par la suite, ben, c'est évidemment communiquer. Moi, contrairement à Julie, moi, c'est certain que les élèves, ils ne regarderont pas les courriels. Ça ne marche pas. Moi, c'est sûr. Donc, on utilise Moodle avec Messagerie interne, qui est une espèce de messenger, si on veut, à l'intérieur. Donc, quand l'élève arrive dans le cours, il voit tout de suite s'il y a un message ou pas de son enseignant. Puis, c'est des communications dans des canaux privés chacun. Donc, c'est de communiquer fréquemment, régulièrement. Puis, cette fréquence-là, elle est plus grande quand on a rencontré l'élève avant. Ça facilite énormément. Puis, le parent, ça le sécurise parce que mettez-vous à la place du parent, votre enfant en 3e secondaire, là, vous dites, je le mets en ligne, je le mets en ligne à temps plein. Ça peut être un peu inquiétant. Donc, on favorise beaucoup ce côté-là dès le départ pour briser la glace, pour que ce soit plus facile pour eux. L'autre élément aussi, c'est d'être capable d'avoir un suivi le plus, disons, précis possible de ce que l'élève fait sur la plateforme. Parce que moi, souvent, je vais distinguer ce que l'élève fait et ses présences. Je vais souvent distinguer les deux. L'élève, est-ce qu'il est allé voir mes documents? Est-ce qu'il a fait le travail? C'est une chose. L'autre, c'est est-ce que l'élève visite
régulièrement à ma plateforme? Est-ce qu'il est assidu? Est-ce qu'il donne un coup, là, puis il y a 2 semaines sans venir? On essaie d'éviter ça. Donc, être capable d'avoir ce suivi-là, malgré la distance. Puis, comme je vous dis, qui est beaucoup plus facile quand on s'est vu et qu'on a discuté ensemble au moins une fois. Toute cette structure-là, là, d'échéancier, puis ça, on l'a dit tantôt, tu utilises la plateforme Moodle pour créer ça, mais c'est quelque chose qui a été réfléchi sur plusieurs années. Ah c'est oui. pas quelque chose que tu as bâti la première année, ça a été évolutif. Oui. J'imagine que tu as pris les besoins, tu as entendu les élèves. Oui, puis je vous dirais que ce qu'on se rend compte plus tard, c'est qu'il n'y a pas de grands moyens, il y a un paquet de petits moyens. Les simples rencontres en début d'année, quelques minutes, ça semblait une banalité. Puis quand les enseignants ont commencé ça, ils se sont aperçus que, wow, ça faisait vraiment une différence. Et on a eu aussi des commentaires des élèves qui, pour la même chose, ils ont dit, ah, ben c'est le fun de commencer comme ça, puis c'est plus facile après. Puis là, on a instauré, par exemple, la page d'accueil du cours. Il y a une salle de visio qui est disponible là pour chacun des cours qui est là. Et depuis cette année aussi, on partage un agenda. Donc, l'enseignant a des heures de disponibilité sur demande, mais il met quand même quelques heures de disponibilité dans un agenda qui apparaît au jour le jour, là, qui se met à jour régulièrement. Et ça permet l'élève qui arrive, par exemple, fait des travaux, puis il a peut-être besoin, je ne demande pas, je vais attendre, je vais essayer, puis il vire en rond. Ah, ben là, ça donne, l'enseignant, il est là, je le vois, là, il est présent. Bon, ben, je vais rentrer en contact avec lui. Ou je le sais qu'il est là cet après-midi. Bon, ben, je vais attendre cet après-midi plutôt que faire la demande, puis des fois, on passe à côté, on remet. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que le contact est plus facile. Puis, si le contact est plus facile, ben, l'élève va demander plus d'aide ou d'explications et tout. Donc, ça va entraîner le reste, c'est certain. Le lien se solidifie quand l'élève peut avoir confiance en la présence et à la réponse de son enseignant. Julie, toi, de ton côté, tu utilises la vidéo en synchrone, tu essayes de sortir un peu du rôle du prof qu'on vous voit. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta pratique pour justement faire en sorte que l'élève se sente à l'aise? Tu as parlé tantôt aussi du fait qu'il pouvait utiliser plusieurs façons de te rejoindre. Oui, bien dans le fond, c'est que nous autres, moi, j'ai la chance de faire à la fois du synchrone et du asynchrone. Fait que si tu le permets, je vais y aller sur les deux volets. Asynchrone, Zoom reste ma plateforme préférée pour plein de raisons qui font sûrement qu'on est là-dessus aussi aujourd'hui. Mais c'est ça, j'essaie vraiment de sortir encore plus du rôle de l'enseignant qu'on vous voit, qu'on appelle madame et tout, de créer le plus possible un lien humain. Des fois, ça va. Ben, Michael l'a dit, là, d'essayer de interpeller nos étudiants par leur prénom, faire de l'humour aussi, tu sais, des fois juste, excusez-moi l'expression, mais tu sais, encore les uns qui a une petite face un peu endormie, ou tu sais, laisser place finalement à l'être humain encore plus, je pense, qu'en présence. Je pense que c'est quasiment plus important. Puis il faut aussi être flexible dans ce qu'on propose. Quand on a un cours à distance, en synchrone, souvent, au lieu de dire la pause est de 6h à 6h10, je vais essayer de mettre mes équipes en travail puis de dire on se rejoint à telle heure puis prenez votre pause à quelque part là-dedans. Puis c'est sûr que là, je suis en enseignement supérieur, mais pour moi, c'est important que l'étudiant se sente à l'aise de peut-être être en train de manger en même temps parce que peut-être qu'il va travailler après. Fait que, il faut se montrer flexible pour être trop. Essayer de contrôler des paramètres qui finalement ne changeront rien ni à l'enseignement, ni à l'apprentissage. Donc, travaux de sous-groupe, beaucoup aussi. C'est comme un défi. J'ai vraiment une approche très socio-constructiviste et le socio, dans ce mot-là, doit aussi être mis de l'avant, même si on est chacun chez nous, finalement. C'est d'être ensemble, chacun chez nous. Quand c'est à distance, en asynchrone, parce que c'est à distance de toute façon, mais quand c'est en asynchrone, il y a toute l'idée de bien préparer le contenu, que nos étudiants voient que les attentes sont claires, que ce qu'on a préparé pour eux, même si on n'est pas nécessairement présent au moment où ils sont en apprentissage, c'est comme vraiment, on les respecte dans le sens qu'on a pris le temps. C'est pas juste de leur envoyer une liste de liens puis arrange-toi avec ça. Donc, peut-être un peu le safe space dont Hélène parlait peut se manifester de cette façon-là. Et qui voient qu'on a pris le temps pour eux aussi. Moi, je suis en amour avec la rétroaction. Je sais que je ne suis pas la seule, mais quand ils reçoivent quelque chose, un retour sur un travail et tout, la rétroaction prend vraiment tout son sens, qu'elle soit à l'écrit. D'ailleurs, c'est le moment de vous plugger Snagit comme outil. Vous voulez Snagit si vous ne l'avez pas déjà. Donc, Snagit ou ne serait-ce que des rétros là, dans Word, mais prendre le temps d'écrire pour chacun de nos critères, qu'est-ce qu'on a remarqué, et pas que ce qui ne fonctionne pas que pourquoi j'ai enlevé des points, mais qu'est-ce qui est bon aussi, sur quoi on peut miser, puis d'y aller le plus personnalisé possible. Donc, si Laurie est mon étudiante, bien, idéalement,
quand je vais t'envoyer une rétro, je vais aussi te connaître assez pour savoir, rendu en février, que ben, telle affaire, c'était un défi, puis que là, wow, dans ça, on est allé un peu plus loin. Fait que plus on personnalise, plus c'est solide, finalement. Fait que voilà, je ne sais pas si c'était clair ma réponse. Là. Ça se peut que je m'égare. Non, c'était vraiment clair, en fait. Là, si je peux résumer, c'est que tes pratiques pédagogiques, là, le choix que tu vas faire dans tes pratiques pédagogiques, puis ça regroupe aussi ce que Guy a dit, va faire en sorte que le lien va être solide si la pratique pédagogique fonctionne bien, puis qu'elle met l'élève comme être humain en avant-plan et non simplement l'académique. Donc, ça me fait penser à une phrase que j'avais déjà entendue de Catherine Michaud qui dit « On doit craquer l'humain avant de craquer l'académique ». Donc, quand on agit de cette façon-là, que ce soit à distance ou en présence, j'ai toujours l'impression que ça peut juste renforcer ce lien-là. Là, j'ai le goût d'entendre... Hey, je peux-tu ajouter quelque chose? Je sais, je ne devrais pas te couper, Laurie, ça ne doit pas faire partie des consignes. Je m'excuse. Correct, je veux juste dire tu vas avoir une étoile rouge. Les fameuses activités brise-glace que des fois on fait en présence au début de l'année, mais après on connaît notre groupe. Sur Zoom, c'est presque à chaque rencontre qu'on en fait une, de revoir ce qui s'est passé cette semaine, comment on se sent et tout. Voilà, excusez, c'était comme du concret. Ben non, mais c'est vrai, c'est le genre de pratique concrète que tu peux faire. Puis je pense que Michael, il va nous en parler justement de concret parce que toi, tu es dans ta classe. Puis en même temps que tu enseignes à du monde en présence, il y a des gens qui t'ont avec je ne sais pas si c'est un Poly X50 que vous utilisez, mais qui t'ont en virtuel de l'autre côté, carrément. Bien, pour t'expliquer un peu l'aménagement, nous, on a une caméra, puis là, les gens qui suivent Big Brother, c'est les mêmes caméras qui suivent les gens. Fait que, tu sais, on se sent vraiment comme dans la maison. Oui, on est observé. Mais on a une caméra dans le fond avec 2 gros écrans de 80, 100 pouces. Là. Donc, on voit les étudiants d'un côté, puis de l'autre côté, nos contenus. Qui sont diffusés aussi à l'avant de la classe pour les étudiants qui sont en présence à Rivière-du-Loup. Fait que, bon, ça demande une certaine dynamique, mais c'est vraiment bien. Puis le défi, c'est d'aller les chercher à Chicoutimi parce qu'on n'est pas là en présence. Tu sais, quand on a des étudiants en présence, on tape sur le bureau, on claque des doigts, on est capable d'aller les chercher. À part de faire beaucoup de bruit pour les étudiants à Chicoutimi, c'est à distance, c'est pas une bonne façon. Donc oui, j'instaure des activités brise-glace, moi aussi, en début de cours adaptés au contenu, comme là, on est en organisation d'activités physiques, par exemple. Donc, j'ai fait bouger en classe un petit 5-10 minutes, tout le monde. Donc, ça rend les choses plus dynamiques, plus intéressantes pour tout le monde aussi, je le crois. On utilise plein d'outils, mais je ne rentrerai pas dans la multitude d'outils qu'on peut utiliser, mais Miro en est une que j'ai découvert dernièrement qui est vraiment intéressante, comme tableau blanc interactif, mais plein d'autres choses aussi, là, des tempêtes d'idées, plein d'éléments. Allez voir ça, ça vaut quand même la peine. Je ne travaille pas pour eux, c'est pas un placement. Non, fait que c'est bon pour ça. L'humour, l'utilisation de l'humour aussi, là, je fais du pouce là-dessus. On installe aussi beaucoup de choses en classe quand on est en travail d'équipe. Pour les personnes en présence, c'est facile de se promener. À distance, ça peut être plus difficile. Puis ben là, avec les micros qui jouent, là, dire à tout le monde arrêtez de parler, il faut que je réponde à la question des gens à Chicoutimi. Donc, on essaie d'instaurer des dynamiques qui nous permettent que tout le monde continue à travailler. Donc, on a des téléphones qui sont installés directement connectés. Donc, les étudiants ils ont une question pendant qu'ils sont en équipe. Prends le téléphone, je m'en vais répondre au téléphone. On ne dérange pas nécessairement tout le monde. Eux autres, ils ont une réponse claire. Ils comprennent bien ma réponse, pas nécessairement en entendant tout le monde travailler aussi. Donc, il y a une certaine dynamique à installer, plein d'outils à tester. On est encore en rodage. On va diplômer nos premiers étudiants cette année. Oui, c'est ça. On a bien hâte de vivre cette expérience-là, mais c'est très motivant. Puis c'est sûr que c'est différent d'un enseignement juste à distance ou juste en présence, mais ça rend le tout comment dire, motivant, en tout cas pour ma part, à développer des nouvelles techniques pour motiver tout le monde. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis j'aime que tu dis, tu sais, on est encore en rodage, tu sais, autant au niveau de Guy, au niveau de Julie. Puis là, Hélène, on va aussi t'entendre à ce niveau-là sur les choses que vous avez mis en place dans ton milieu.
Mais tu sais, je pense qu'en formation à distance, de cette façon-là, on va toujours être en rodage parce que des nouvelles technologies vont toujours en arriver. On va toujours en connaître une qui change notre vie, qui remplace une autre ou qui vient répondre à un besoin qu'on ne savait pas trop comment répondre avant. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette espèce de mode bêta perpétuel quand on est en formation à distance ou en éducation tout court. Là, on n'ouvrira pas là-dessus, mais tu sais, le développement professionnel, ce n'est pas que la chose des personnes qui font de la distance. Et Hélène, de ton côté, tantôt, tu nous parlais de safe space, puis c'est une question qu'il y a eu dans le chat en plus, fait qu'on va y répondre par le même point. Comment tu fais pour créer ce safe space-là, toi, dans ton milieu? Bien, nous, tout d'abord, là, on a vraiment notre FAD, on la déploie sur Classroom. Donc, on vit vraiment notre FAD pleinement avec nos étudiantes. Donc, tout est déposé sur Classroom, tout se retrouve là, clé en main. On a aussi généré un lien, donc, ce qui fait en sorte que de temps en temps, on génère un lien puis on va se connecter directement avec nos étudiants. Donc, là où est-ce que je m'en vais, c'est qu'on a vraiment voulu répondre à une problématique qu'on avait. On voyait qu'au niveau de la FAD, il y avait un découragement des étudiantes à un certain moment de l'année. Donc, après congé, après Noël, après le temps des fêtes, après tous les grands congés, faisant en sorte qu'on avait vraiment une baisse au niveau du rendement de nos élèves. Donc, on a voulu vraiment pallier à ça. Donc, notre réponse a été vraiment de créer des ateliers. Donc, encore une fois, on s'est dit, on garde notre recette, on reste sur notre classroom, on génère d'ateliers et on crée des moments d'atelier. Donc, on a créé un atelier qui se passe à tous les lundis soirs avec notre cohorte. Donc, c'est vraiment une animation. Donc, la première heure, c'est une animation où est-ce qu'il y a des quiz. C'est vraiment ludique. On est dans l'apprentissage, mais vraiment avec la grosse notion de plaisir, où est-ce qu'on revient sur des notions importantes, préparer nos étudiants. Et dans l'heure d'après, on répond aux questions pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui reste avec des questions non répondues. Donc, cette heure-là est totalement allouée à répondre à nos étudiants et c'est quelque chose qui est très, très bien en soi, puisqu'on trouvait ça gagnant les lundis soirs pour celles qui travaillent de jour, parce que la majorité des étudiantes auxquelles nous, on enseigne, bien, on y prie avec vraiment cette réalité-là. Et certaines ont une plage horaire de libre de jour, donc on a les lundis soirs, comme je vous ai dit, mais on a aussi planifié les mercredis après-midi. Donc, c'est exactement le même atelier qu'on prend. Puis, dans le fond, on dispose de temps pour nos étudiantes encore une fois. Donc, la façon dont ça se déroule, on est 3 enseignantes en rotation, donc ce qui fait en sorte que ça devient tout un peu nos élèves et ça fait vraiment, ça ajoute une petite valeur ajoutée, comme on pourrait dire, d'avoir 3 différentes personnes qui se relaient à ce niveau-là pour faire des animations dynamiques. Donc, ça a vraiment été une très, très bonne chose en soi d'avoir implanté ça. Donc, ça, c'est une implantation qui est nouvelle de cette année, dans le fond. Non, et toi aussi, fait que tu sais, encore une fois, c'est en continu. Ça fait combien de temps qu'il existe le parcours comme ça à distance, sais-tu? À distance, ça fait à peu près 5 ans qu'il existe là, sur Classroom. C'est la première année que vous essayez les ateliers parce que vous avez constaté qu'il y avait quelque chose au niveau de la rétention. Je pense aussi, d'ailleurs, c'est un des impacts positifs de la mise en place de ces ateliers-là puis de ce safe space avec tes étudiants. Si tu veux nous en parler, c'est quoi les impacts positifs? Parce que là, vous avez tous déployé beaucoup de stratégies, des ressources, mais concrètement, là, au-delà de l'académique, mais qu'est-ce qui se passe là, dans vos milieux de positif? Bien, ça vaut vraiment la peine parce que nos étudiantes, là, elles développent vraiment comme un réseautage, même entre elles, comme si on était en vraie classe. Donc, c'est vraiment ce que ça apporte. Donc, il y a vraiment une collaboration au sein de nos étudiantes. Donc, il y a vraiment des échanges aussi, puis donc elles communiquent les unes envers les autres. Donc, c'est vraiment une très belle communauté de pratique qu'on vient d'ouvrir là. Donc, au niveau de la rétention aussi, donc on a pu le vivre jusqu'au congé des fêtes et on a vu que vraiment, ça répondait à notre besoin. Les étudiantes continuent. Donc, elles sont encore vraiment dans le parcours rendu là. Et ainsi de suite. Là, bientôt, on va vivre le congé de la relâche, puis j'espère que ça va être aussi positif, mais la réponse est toujours très, très bonne. Donc, en termes de connexion, on a une quarantaine d'étudiantes qui se connectent vraiment à tous nos ateliers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très gagnant. Si vous ne pouvez pas instaurer ça, je vous le conseille vraiment. Oui. Donc, des ateliers comme ça, ponctuels, tu as vu au niveau de l'engagement, de la motivation. Puis, j'ai dit tantôt au-delà de l'académique, mais tu sais, au niveau de la réussite scolaire, est-ce que tu as vu aussi un changement chez tes étudiantes? Parce que je pense que tu as majoritairement ou bien presque seulement des filles cette année.
Oui, j'ai peut-être un homme de temps en temps par cohorte, donc les garçons, c'est assez rare dans notre formation, malheureusement, hein, mais effectivement, donc au niveau de la performance aussi, quand je fais la correction de l'examen, bien, je vois vraiment qu'il y a vraiment un rendement là, qui est supérieur dû à tout ça, donc c'est vraiment une très bonne pratique. Super. Ben félicitations. C'est le fun de voir les impacts parce que, tu sais, on en met du temps. D'ailleurs, c'est une des questions qui est ressortie dans le chat que je vais vouloir vous adresser tantôt. Tu sais, de dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il ne faut pas frôler l'épuisement? Est-ce qu'on a les ressources pour ça? Donc, je vous invite à y réfléchir déjà. Julie, de ton côté, la première chose que tu m'as nommée quand je t'ai demandé, c'est quoi, toi, les impacts positifs? Tu m'as parlé des feedbacks des étudiants, de la rétroaction. Fait que tu fais de la rétro, mais eux autres aussi t'en font, si je comprends bien. Ben, en fait, ils m'en font dans le sens où ils prennent le temps souvent de juste m'écrire pour me dire merci beaucoup, madame, pour ce que vous m'avez écrit, ça m'a amené ça, ça, ça. Fait que le fait de recevoir ça, un peu à l'instar d'Hélène qui voit sur le résultat, leur espèce de posture qui prennent le temps de le dire, je trouve ça le fun. C'est sûr que j'ai la chance d'être une prof qui enseigne à des futurs profs, donc une pédagogue qui enseigne à de futurs pédagogues. Fait que j'ai vraiment à cœur d'être une espèce d'exemple, tu sais, d'en faire quasiment des agents multiplicateurs. Alors, oui. mieux je vais enseigner, mieux je vais être un exemple pour eux, plus ils vont eux-mêmes retirer de ça. Donc, je suis à Nantes avec la rétroaction, mais c'est un coup de cœur pour moi, puis j'ai l'occasion de le faire beaucoup, surtout en tant que superviseur de stage. Et qu'eux voient la force de ça pour leur propre développement. Pour moi, c'est une petite graine que je plante quand ça va être à leur tour de mettre l'évaluation au service de l'apprentissage pour leurs élèves. Fait que je trouve ça vraiment très précieux. On parle de... J'ai vraiment la chance, justement, d'axer sur le développement de compétences et tout ça. Puis, mes étudiants se retrouvent parfois un peu déstabilisés, honnêtement, dans le sens où je leur nomme d'emblée, là, on va sortir de la zone de confort. Là. Avec moi, je ne vais pas te donner un cours de 2h30 puis te faire remplir des feuilles après. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Tu fais partie de l'apprentissage. Fait que c'est ça. Je les amène à se positionner comme étudiants, mais comme étudiants qui vivent quelque chose de différent. Fait qu'ils font comme un peu l'alternance entre leur futur rôle professionnel à venir aussi. Donc, je fais des petits agents multiplicateurs. Puis, je reçois souvent des messages parce que, le thème de la causerie de ce midi, c'est le lien. Je reçois souvent des messages étudiantes qui me disent « Hey, on ne s'est jamais vu en vrai, mais j'ai vraiment l'impression que tu me connais super bien. » Puis souvent, quand j'ai l'occasion de les rencontrer plus one-on-one, parce que ça arrive que des rencontres individuelles pour plein de raisons, ils prennent le temps de se confier. Puis on prend comme un petit 2 minutes au début. Hey, comment ça va ta session, tes travaux? Y a-t-il d'autres choses? Puis c'est ça. Bref, d'être ouvert, puis c'est ça. Je plante des graines. Je suis vraiment fière de former des futurs enseignants qui vont oser à leur tour essayer des nouvelles affaires, puis être aussi en mode bêta perpétuel. Voilà. C'est important. De ton côté, Michael, les impacts positifs de ça sur le lien avec tes élèves, mais aussi sur le reste, qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, bien là, je vais faire le lien, puis je lisais le chat aussi en même temps. Puis Oui. là, je voyais que Marilyn avait dit que, dans le fond, de temps à autre, les enseignants de Rivière-du-Loup allaient à Chicoutimi pour faire vivre l'expérience aux étudiants de Rivière-du-Loup. Donc, on change complètement de côté. Donc, oui, ce lien-là, on le voit, puis c'est une occasion pour nous d'en créer un lien encore plus fort avec ces étudiants-là en présence. Mais on le voit quand on est là. On les a vus, on les a pas vus en présence, puis on arrive là-bas, c'est comme si on les connaissait, comment dire, dans leur entièreté. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Là, on est capable de créer le lien quand même à distance. Les impacts positifs de la formation à distance au niveau des étudiants, je te dirais qu'à Chicoutimi, beaucoup d'autonomie. Donc, les étudiants prennent part à leur réussite, là, mais ils doivent être davantage autonomes. Ça, c'est sûr, c'est un défi. Puis on leur dit, on leur répète dès le début de l'année, la formation à distance, ça demande une certaine autonomie. Mais ça ne nous empêche pas de donner bien du support. Sinon, tout ce qui est le développement des compétences numériques, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait partie des compétences en soi en gestion, intervention, loisirs, mais par la bande, bien, ils développent toutes ces compétences-là. Puis ça, c'est un ajout qui va leur être utile, peut-être qu'ils n'en sont pas tous et toutes conscients présentement, mais qui va leur être utile assurément sur le marché du travail. Puis bien, on est au 21e siècle, hein, fait que il y a certaines compétences qu'on n'aura pas le choix de développer. Il ne faut pas se fermer les yeux non plus.
Mais non, absolument pas. Donc, je trouve ça super. Puis d'ailleurs, là, je pense que tu as aussi nommé le réseautage parce que, étant donné que dans ton milieu, c'est un petit milieu, c'est pas, il n'y a pas 100 000 techniciens loisirs dans une école. Fait que ça permet aux gens de connaître un peu qui sont où dans la région. Oui, puis de développer des nouveaux milieux. On ne connaissait pas tous les milieux possibles de stages à Chicoutimi. Donc, en lien avec les stages d'animation en 2e année, les stages d'intervention en 3e année, puis d'observation en 1re année, bien, on a découvert plein de milieux potentiels et vraiment intéressants pour les étudiants. Qu'on pense au défi Pierre Lavoie, par exemple, bien, à Chicoutimi, Oui. sont là, sont en présence, on avait des contacts directs. Donc, il y a plein de belles possibilités et opportunités de même qui se développent grâce à l'expansion, si on veut, des milieux. Là. On n'est plus juste à Rivière-du-Loup, dans les régions alentours, aller jusqu'à Québec, mais là, on est rendu un petit peu plus largement. On ne se rend pas encore jusqu'à Montréal, mais en même temps, ils ont des bons programmes aussi là-bas, donc on va leur laisser aussi un peu de terrain de jeu. Ben oui, c'est important. Mais tu sais, quand même, je trouve ça le fun de voir ça parce que, tu sais, on parle du lien à distance, puis on l'a mentionné que c'est pas simplement le lien avec le prof, mais aussi le lien avec les autres étudiants. Puis là, ben en plus, avec les liens avec le monde du travail, donc les plateformes que vous mettez en place, les stratégies que vous utilisez permettent aux étudiants de vraiment sortir de leur rôle d'étudiant puis de voir plus loin. Je trouve ça super intéressant. De ton côté, Guy, toi, tu es le coordonnateur d'un programme. C'est toi qui réfléchis à la structure de comment ça va fonctionner, tu aides les enseignants, tu fais des tests. Fait que pour ce qui est du lien, la création du lien avec l'élève, puis c'est le fun, on a déjà eu des discussions ensemble à ce niveau-là, parce que quand on s'est rencontrés au CANFAD, c'était ton objectif de développer le lien avec tes élèves. Ce que tu as mis en place, là, ça a eu des impacts autant sur les profs que sur les étudiants. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est vraiment intéressant. Bien, premièrement, tu dis qu'on a voulu développer. En fait, c'est quelque chose qui se développe depuis le début. Dès que ça commence, puis on essaie d'aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin là-dedans. Puis oui, ça a un impact parce que quand tes élèves, tu ne les vois pas en début d'année, puis là, de temps en temps, tu communiques par chat, courriel ou peu importe, ça devient très, très, très impersonnel. Donc, c'est important d'avoir une communication personnelle, mais une communication avec quelqu'un que tu penses connaître, en tout cas que tu as déjà vu et à qui tu as déjà parlé. Ça change tout. Puis, si ça facilite les communications, c'est sûr que la réussite va suivre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'élève, s'il a de la misère à communiquer, il ne communiquera pas, il va peut-être remettre le problème qu'il a à faire, il n'est pas capable de le faire, il va le remettre à demain, ça se bouscule, et puis là, le temps passe. Parce que nous aussi, étant sur une plateforme asynchrone, parce que, bon, les athlètes, ils ont des heures d'entraînement, ils ont des compétitions, des sorties et tout ça. Eux autres, on ne peut pas arriver et dire, bon, ben, demain matin, à 10 heures, il y a un cours de maths. C'est impossible, ils ne pourront pas se brancher en même temps. Donc, on est asynchrone, mais en même temps, ça prend un enseignant pour aider. Puis ça, ben, est-ce que ça change au niveau de l'élève, entre autres? C'est que dans un contexte régulier, l'élève qui a, moi, je pars la semaine prochaine en compétition, puis il y avait un examen de maths. Ben, 99 du temps, on va dire, ben, tu le feras en revenant. Donc, l'élève est toujours en rattrapage, toujours en retard, toujours en train de... Donc là, ce que ça lui permet, une plateforme asynchrone avec une bonne communication. OK, là, je vais venir ça là, dans 2-3 semaines, j'ai une sortie, je vais être aux États-Unis pendant une semaine et demie, je ne pourrais pas en faire, c'est sûr. Ben, je peux prendre de l'avance. Je peux faire un examen d'avance. Je ne suis pas lié au groupe, je ne suis pas lié à un cours qui va être donné à telle heure, un examen qui va être donné telle journée. Donc, ça donne la possibilité à l'élève, là, parce qu'on parlait de ça aussi, là, je bifurque un peu là-dessus. Ce qui est gagnant pour l'élève, c'est d'être capable de faire les deux. D'aller à l'école d'une façon satisfaisante, puis de faire son sport de façon satisfaisante aussi. Parce que, bon, c'est des athlètes, souvent, ils sont très bons à l'école, puis il faut qu'ils soient même super excellents pour arriver à performer là-dedans. Tandis qu'avec nous, c'est pas qu'il soit excellent, c'est d'apprendre à gérer son temps. Donc, un athlète de haut niveau va avoir un entraînement de tennis le mardi soir, mais peut-être le dimanche matin. Donc, il n'y a plus vraiment de fin de semaine et tout ça. Alors, s'il lui demande de travailler en maths le dimanche matin, c'est faisable pour lui. Il y a des cases horaires, il arrive à jouer avec ça. Donc, je pense que le gain là-dessus, au niveau de l'élève, c'est vraiment d'être capable de communiquer avec des enseignants, d'être scolarisé, tout en optimisant son horaire, puis en arrivant à pratiquer son sport favori. Parce qu'on ne se cachera pas, là, je me mets à la place de ces jeunes-là.
J'étais en secondaire 4, tu fais du ski alpin, tu étais invité à une compétition en Autriche, puis il y a un examen de français. Moi, le choix serait facile. Je m'excuse pour les profs de français, mais Ben, donc. c'est la place de l'élève, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je dirais, je m'en vais là, tu sais, 4e secondaire, puis les Français, on verra après. Tu sais. Donc, on essaie de récupérer ça le plus possible. Je pense que c'est ça qui fait le bonheur de tout le monde. Puis, c'est ça, voilà, c'est d'essayer d'optimiser le temps. Le temps passé à faire ce qu'on aime, le sport, puis le temps passé à la scolarisation, tout en ayant, même si je suis hors pays toute l'année, on en a aussi, j'ai quand même un prof, puis un prof, un spécialiste dans chaque matière. J'ai un prof de français en français, puis de maths en maths. Je les connais, je les ai déjà vus, je leur ai parlé quelques fois en visio, on communique régulièrement. Ça, je crois que ça change tout, je crois. Absolument. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, tu le dis, il faut que tu te mettes à la place de l'élève. Tu sais, qu'est-ce que tu ferais, toi, dans ce choix-là? Puis, c'est revenu souvent dans vos interventions. Tu sais, tu te dis, moi, en tant qu'enseignant, si j'avais à vivre ça, voici ce que j'aimerais qu'on fasse, voici ce que j'aimerais vivre. Puis, on a tous déjà étudié. Tu sais, on est tous issus d'un milieu scolaire, on a une expérience en tant qu'étudiant. C'est important de ne pas l'oublier, ça. Puis, oui. Ben, juste ajouter, tu disais, parce que aussi tu parlais des choses à mettre en place. Ce que présentement, on commence là, à faire aussi, parce que étant asynchrone, puis on est semestrialisé. Donc, par exemple, ton cours de maths de 5, il va se donner de septembre à janvier. Janvier, c'est fini. Il ne faut pas que l'élève se ramasse avec OK, j'en fais un petit peu, puis tu te ramasses dans les 2 dernières semaines, tu as la moitié du cours à faire, ça n'a pas de bon sens. Donc, on avait mis des échéanciers pour dire, bon, à telle date, tu devrais être rendu à tel endroit. Pas à cette date-là, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit cette date-là, mais si tu finis un peu avant, c'est parfait. Si tu finis là, c'est correct. Si tu finis après, wow! Bon. Mais là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un plan de travail. Donc, ils vont morceler le travail en disant, bien ça prend tant de temps, 2 heures, ça prend 3 heures, ce travail-là prend 1 heure. Au total, ça fait tant divisé par tant de semaines. Donc, à la semaine, l'élève est capable de savoir automatiquement, le modèle fait le calcul automatique, il sait s'il est quelques heures en retard, quelques heures en avance, et ça lui permet de gérer sa progression, puis de dire, OK, je pense partir là. En fait, l'idée, c'est être capable de prendre l'avance pour prendre du retard après. Enfin, tu es correct. Tu planifies ton retard. Ça, c'est ça, tout à fait. Une compétence qu'on doit développer dans la vie en général. En tant qu'adulte, on a toujours des horaires de fou. Puis là, quand les enfants arrivent avec ça, on doit jongler avec tout ça. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on bifurque vers quelque chose d'important, je pense, puis ça va peut-être répondre à certaines questions dans le chat. Maintenant, là, il y a des gens qui sont ici qui vivent un peu avec le même défi, qui se disent, ben là, nous, on est le lien à distance, c'est toujours sur quelque chose qu'on veut améliorer. Ça serait quoi un conseil que vous leur donneriez pour qu'ils puissent y arriver de leur côté? Par où commencer pour travailler sur cet aspect-là, Guy? Juste un? Ton premier conseil, là, ce qui va te venir en tête. Ouais. Là. Et après ça, tu peux le développer un peu. Là, mais c'est un investissement. Ouais. C'est énormément de travail. Mais moi, quand j'ai des choses qui sont montées en ligne, ils sont montés pour l'année prochaine, puis les 10 prochaines années, si le contenu ne change pas, puis je vais ajouter, je vais changer des choses. Mais il ne faut pas penser que c'est tout ce travail-là à chaque année, non. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui ont commencé à travailler beaucoup en ligne, puis à un moment donné, ils se sont découragés, puis avec raison, puis tout ça. Ils arrivent l'année d'après, puis ben, tout ça, c'est fait, je vais en ajouter un peu. Là, après quelques années, ils se rendent compte que c'est un investissement, c'est plus tard que c'est payant, c'est pas tout de suite. Donc, il faut être patient pour investir dans le temps. Puis, j'ajouterai un détail, là. Faites attention à ne pas vous éparpiller dans les technologies. Il y en a des tonnes, vous en avez nommé tout à l'heure, il y en a plein de bonnes technologies, de bons outils. Peut-être pas trop s'éparpiller parce que ça devient exigeant en termes de temps et de connaissances personnelles. Fait qu'en gros, c'est choisir le bon outil puis de le laisser évoluer selon le processus. Oui, puis l'exploiter au maximum. Là. Aller chercher toutes ces possibilités, puis en considérant que ça va devenir payant. C'est un investissement de temps. Super. Mais je trouve que c'est un conseil super indiqué. On va aller à l'AFP, Hélène. C'est quoi ton conseil, là, ton conseil coup de cœur? Et si j'en ai un à donner, donc c'est vraiment d'humaniser ce qui est derrière l'écran. Donc, ce que je sous-entends par là, c'est vraiment de créer du matériel, de créer des capsules, de mettre notre voix à l'intérieur des parcours d'apprentissage qu'on crée.
Donc, vraiment mettre des personnes connues, c'est rassurant, c'est encadrant pour l'élève, c'est très sécurisant également. Donc, ça, c'est autant vrai pour les petits que chez les grands. Donc, vraiment humaniser. Donc, d'humaniser, puis on a donné plusieurs pistes aujourd'hui pour justement humaniser. Merci beaucoup. Michael, de ton côté? Moi, je viens faire un petit lien avec Guy, là, mais en gros, c'est oui. Donc, de ne pas seulement voir l'ampleur du travail parce qu'il y en a, mais de voir les opportunités que ça va apporter pour s'améliorer en tant qu'enseignant, améliorer sa pédagogie, avoir des méthodes d'intervention plus diversifiées, plus adaptées à notre clientèle, parce que plus on diversifie, je crois, en tout cas, pas nécessairement nos outils, mais nos méthodes d'approche, nos rétroactions, plus on les personnalise pour la clientèle, de leur côté, ils vont réussir, ils vont mieux réussir, puis nous, on va être contents parce que nos étudiants vont réussir. Ils vont réussir, puis en plus, tu vas avoir l'impression d'être témoin de leur réussite puis de la comprendre. Tu ne vas pas juste voir un résultat ou quelque chose arriver, tu vas avoir vécu le cheminement avec eux. Donc, en effet, puis là, dans le chat, ça réagit, Guy, là, tu as dit la bonne phrase de ne pas multiplier les outils, mais de choisir le bon puis d'en exploiter le maximum pour pas que la technologie devienne un frein, mais bien un moteur. Et finalement, Julie, ton conseil, toi, ça serait quoi? Moi, ça serait le mot résilience, parce que même si on aime la FAD puis qu'on voit des avantages et des impacts positifs, ça ne sera jamais comme avoir tes étudiants live, leur mettre une main sur l'épaule, cogner sur leur bureau, comme Michael l'a dit. C'est juste différent, puis il faut apprendre à accepter ça, voir le bon côté de la médaille, les opportunités que ça amène. Faut vraiment aussi bien séquencer et planifier là, c'est probablement mieux qu'en présence. Fait que j'ai parlé de préparation tantôt, j'en parle encore. Et là, vous me tirez des roches si vous voulez, mais moi, je vais aller à l'encontre de Guy. Et c'est probablement parce que j'enseigne l'intégration des technologies, mais moi, je pense qu'il faut varier à la fois les outils et les approches. Donc, pour la communication, je suis d'accord là, que tout se retrouve au même endroit. Moi, je suis sur mon portail à l'Université Laval, puis je vous assure que tout est bien structuré. Mais dans l'expérience, quand on est en présence, si je fais mettons, Mentimeter, c'est le fun, mais si j'en fais un à chaque cours, à un moment donné, les étudiants, ils vont perdre de l'intérêt. Fait qu'on a parlé de cette génération-là qui ont besoin d'être allumés. Fait que je pense, moi, qu'il faut les varier, les outils. Ceci dit, j'ai quand même quelques coups de cœur. Michael a parlé de Miro tantôt, là, sérieusement, on peut tout faire avec Miro, c'est malade. Après ça, il y a Padlet aussi. On va avoir le temps, Laurie, de répondre à une couple de questions? Parce qu'il y avait une question dans le chat sur la synchrone. Oui, j'ai une mini conclusion, puis après Parfait. Je vais y revenir. Fait que les pédagogies actives, c'est pas juste dans la classe, c'est aussi à distance, puis il y a moyen de les transférer. Et parfois, notre plateforme, tu as raison, Guy va faire ce travail-là, mais si la plateforme ne le fait pas puis qu'on a une idée qu'on veut faire, il ne faut pas non plus s'empêcher de la faire en se disant « Oh mon Dieu, ça ne se peut pas dans Moodle, donc je ne le ferai pas. » Au contraire, il y a plein d'outils qui peuvent être mais je suis bien d'accord avec toi, Julie. C'était juste sais. Non, mais c'est juste qu'on est tellement sollicité. Moi, le popcorn. Je suis assez vieux pour avoir passé l'époque où on voulait faire en ligne, mais on n'avait pas les outils. Là, on a tellement là, on les offre pour faire avec. Exact. Il faut faire le bon choix, finalement. C'est ça qu'on dit. Exactement. C'est juste de considérer qu'il y en a plein, puis de choisir le bon outil qui fait en sorte que ça répond à ton intention. Si l'outil que tu as répond à cette intention-là, bien, casse-toi pas la tête à en trouver un autre. Mais sinon, fais la recherche, puis tu sais, utilise-le. De mon côté aussi, je vais me risquer un petit conseil à l'issue de tout ce que j'ai entendu de vous. Il y a quelque chose qui ressort, c'est que chaque personne dans ce panel et en plus les gens dans le chat qui sont ici, on a un souci de grandir professionnellement. On veut comprendre ce qui se passe autour de nous, puis on a un souci de développement professionnel. Fait que c'est important. Il n'y a aucune raison qu'en 2023, j'allais dire 2022, en 2023, on ne puisse pas se faire accompagner, que ce soit à distance ou en présence. Donc, il y a plein de formations qui existent. Fadio offre du support pour la formation à distance. Le Cadre 21 a des auto-formations. L'école branchée, on a des magazines, on a un fil de nouvelles, on a des formations en ligne qui font en sorte que n'importe qui a besoin d'aller chercher ce qui manque pour créer ce qu'il veut créer dans sa classe, il a accès à ça. Fait qu'hésitez jamais à aller consulter toutes les ressources qui s'offrent à vous. C'est important. Il y a plusieurs questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui parle de Padlet. C'est bon, Julie, tu as répondu Digipad, les outils de la digitale, c'est merveilleux.
Donc, j'ai 2 questions à l'écrit. Je vais les lire, je vais vous les soumettre. Puis après ça, s'il y a des gens qui veulent prendre le micro, on pourra aussi prendre les questions à l'oral. Donc, je suis absolument convaincue, Serge Piché dit, je suis absolument convaincue de l'importance et l'impact positif de cette personnalisation, humanisation dans les interactions. Mais est-ce que cela est possible dans les paramètres financiers, les charges et moyens alloués pour réaliser les activités? Courez-vous tous au burn-out pour réussir toutes ces pratiques? Bénéficiez-vous d'une allocation financement supplémentaire dans vos projets? Donc, dans le day-to-day dans ta vie, passes-tu ta vie à travailler puis à ne pas être payé ou bien, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux y aller, Laurie? Bien, mais tu peux y aller. Donc, moi, je pense que vraiment au niveau de l'équipe, donc quand on est une équipe qui collabore ensemble, je pense qu'il y a quelque chose de très riche là qui fait en sorte que ce n'est pas brûlant, mais on travaille ensemble pour un objectif commun. Donc, de déterminer vos objectifs que vous voulez cibler en premier. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on travaille? Bon, bien, on travaille un souhait, un parcours d'apprentissage. Donc, on met tous nos moments ensemble là. Donc, c'est vraiment déterminer un objectif commun qui, je pense, va être grandement gagnant à ce niveau-là. Puis, encore une fois, si vous êtes plusieurs collègues, donc c'est sûr qu'au niveau monétaire, ça va mieux passer tout ça si vous êtes dans un projet commun, que je crois. Vraiment. Avec la collaboration, tu sais, de ne pas te sentir seul dans cette... Oui, Guy, vas-y. Bien, juste ajouter, nous, le programme, je trouve qu'il va bien, on a un beau programme, tout ça, mais il y a eu une raison, c'est qu'il y a eu des directions avant qui ont cru. Il faut qu'il y ait une direction en haut qui dise oui, OK, on va là. Peut-être qu'il va y avoir des coûts, on verra comment, mais on y va quand même, on y croit. Ça prend ce support-là, c'est absolument essentiel des supérieurs. Super, absolument. Donc, collaboration, support. Donc, il faut s'entourer comme il faut pour être certain que ça fonctionne. J'espère que ça répond bien à la question de Serge. Sinon, j'ai une question, puis je pense que je vais la diriger vers Julie, parce que Julie, tu as un chapeau de chargée de cours à l'université, mais tu es également enseignante au primaire en art dramatique. Donc, Nadia demande au primaire, quel outil tu utiliserais, toi, pour bâtir des leçons en asynchrone? Moi, au primaire, j'ai un gros coup de cœur pour Google Classroom. Là, quand Hélène en a parlé, j'ai dit oui, Classroom. Malheureusement, mes étudiants ne sont pas dessus à l'université. Google Classroom est super intuitif, bien fait. On peut créer, par exemple, moi, j'enseigne l'art dramatique, mais mes équipes qui ont une scène à jouer ensemble, je leur crée un devoir, ils sont ensemble, ils peuvent interagir en commentaire directement dans le Classroom. Fait que ça favorise à la fois le partage, la remise de fichiers, la rétroaction. La collaboration, c'est vraiment là que j'irai. Je vois Nadia, nous sommes sur Teams. Moi, j'ai la chance d'être dans un CSS où on a Microsoft et Google, tout est ouvert et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Teams, au niveau intuition, est beaucoup plus complexe à mon avis, mais il y a quand même des belles façons de faire dedans, mais Classroom reste mon coup de cœur là-dessus. Et Julie, j'ai encore une question pour toi. Puis après ça, Sarah, si tu veux regarder s'il y en a qui lèvent la main là, pour y aller avec des questions orales. Tantôt, tu parlais de Snagit, un outil pour produire de la rétroaction. Quelle utilisation vous en faites? Bien, ce n'est pas tant pour produire de la rétroaction, mais encore là, c'est le côté intuitif. Là, on l'a dit, on veut sauver du temps. Je pense que j'ai un faible pour les outils que je clique et que ça marche du premier coup. Ça être obligé d'écouter. Ça être obligé d'écouter une vidéo d'une heure et demie. Snagit, en fait, ça fait plein de choses que d'autres plateformes font. Excusez, si vous entendez la cloche. Ça fait plein de choses, mais on peut faire des screenshots sur lesquels on va aller écrire, flouter la photo, couper un bout du screenshot pour aller remettre. Donc, des fois, dans mes rétros étudiants, je vais dire telle affaire, puis je vais pouvoir très rapidement, là, avec un simple copier-coller, aller mettre un extrait de travail. Je peux aussi filmer un peu comme Loom le ferait ou d'autres plateformes, mais je peux filmer pendant que je scroll le travail, mettre sur pause, puis là, je reviens, puis là, à telle place, tu pensais à telle chose, puis la rétroaction vidéo est fortement appréciée à distance. Là, je parlais de rétro, mais les étudiants qui reçoivent une petite vidéo de 3-4 minutes avec un retour sur leur travail, je vais vous donner un exemple. Le fun, là, puis c'est grâce à Snagit que je le fais parce que quand on s'assoit pour corriger des travaux universitaires, c'est long. Fait que non, on n'a pas le goût de s'ajouter 10-15 minutes de taponnage pour en plus être capable d'enregistrer, sauvegarder, Donc, Snagit, moi, je trouve que ça me sauve du temps. Et j'ai un étudiant qui en est à son 2e bac. C'est un de mes stagiaires, puis tout ce qu'il me remet est de qualité, puis le jeune, il a 100% dans tout, tu sais. Puis il m'a dit, c'est la première fois que j'ai une rétroaction, même si j'ai tout de bon. Tu sais, c'est comme marquant, là, puis donc, il est encore en train de cheminer. Fait que c'est vraiment... merci pour les... C'est ça, il y a d'autres outils similaires, là, mais moi, Snagit, je ne pourrais pas m'en passer à cause de son côté intuitif qui fait plein de choses que d'autres outils mis ensemble peuvent faire.
Puis, tu sais, encore une fois, tu dis, tu sais, le lien, tu donnes une rétro, mais pas juste aux élèves qui ont pas réussi, mais tu sais, une rétro en général à tout le monde. C'est super intéressant. Est-ce qu'on aurait des questions, des gens qui voudraient prendre la parole avant qu'on fasse notre conclusion? Donc, on a du temps là, pour une ou deux questions. Je ne sais pas, Sarah, si tu vois les mains levées là, de mon côté, je ne sais pas trop comment gérer ça, là. Oui, alors je vous invite à utiliser le petit bouton là, en bas de votre écran, donc qui est écrit « Lever la main ». Donc, on a le temps pour une question, là, je pourrais permettre à la personne de lever la main et de poser sa question. Sinon, c'est vraiment pas grave, c'est parce qu'on a été vraiment très intéressants et nos propos étaient complets. On a eu beaucoup de questions en cours de route auxquelles vous avez répondu, là, donc c'était très intéressant. Oui, j'en voyais passer. Oui, Julie, tu as une question, Julie? Non, je n'ai pas de question, mais c'est parce que nous, on ne voit pas les participants. Donc, je me demande si les participants ont des questions ou pas. Sinon, j'en avais vu une passer qui me semblait intéressante dans le fil de conversation. Bien, dans le fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui posait la question quand c'est du asynchrone, comment on fait pour mettre nos étudiants en communauté d'apprentissage. Souvent, je vais quand même demander les travaux à réaliser dans le cadre d'une activité asynchrone vont être sur une plateforme collaborative. Donc, par exemple, aller créer un digipad ou un Padlet où ils doivent aller ajouter quelque chose en regard de ce qu'ils ont appris, mais aussi faire un commentaire ou deux sur des commentaires qui sont déjà là au moment où ils vont. Donc, on va co-construire quelque chose, même si ce n'est pas tout en même temps qu'on le fait. Et, je suis en modalité hybride, par contre, je l'ai dit, mais quand on revient après ça, soit en présence ou ensemble, c'est ça, à distance, mais en synchrone, pardon, j'ai de la misère avec les termes, je vais aller réinvestir cette activité-là qui avait été vécue comme en petits morceaux pour rattacher tous ces apprentissages-là ensemble. Super. J'ai une personne qui a la main levée. On peut prendre peut-être un petit 30 secondes, une minute. Donc, Ève Gendron. Donc, si vous activez votre micro, vous allez pouvoir poser votre question. J'ai activé le son, merci. Je voulais juste savoir si c'était possible. Bien, merci premièrement à vous tous là, pour ce beau lot d'informations sur la formation à distance. Je voulais savoir si c'était possible de contacter Michael pour... j'ai le même projet dans ma région, donc j'aimerais qu'on discute de ça, s'il te plaît, si c'est possible. Oui, puis oui, assurément. Mon adresse est publique, Cégep de Rivière-du-loup, Michael Redman. Parfait. Bien, merci à tous. Super, j'aime ça. Donc, c'est déjà là, hein? On va avoir des agents multiplicateurs. Je vais faire un petit mot de la fin merci vraiment beaucoup, Guy, Michael, Hélène et Julie, d'avoir été présents et nous partager ce que vous vivez au quotidien. C'est beau ce que vous construisez. Puis, si j'avais à retenir des clés, je suis très imagée dans la vie, là. D'ailleurs, je vais faire un atelier sur le croquis-notes à 14h parce que je crois beaucoup au pouvoir de l'image. Si j'utilise l'image, là, mettons qu'on va chercher certaines clés. Les clés, je pense, pour créer un bon lien à distance, la collaboration, donc que ce soit entre les élèves ou avec nos collègues. 2, la communauté, donc de s'entourer autant au niveau de la direction que des gens qui peuvent nous supporter. Et bien sûr, tout ce qui est contact avec l'élève. Donc, la rétroaction, l'accès à des Zooms, des ateliers. Donc, contact, communauté, collaboration. J'ai l'impression que ça résume en gros les points forts et les points positifs de ce panel. Merci beaucoup. Merci à Fadio de nous avoir permis de vivre ce moment-là. Puis merci à tout le monde dans le chat de votre participation puis de votre présence. C'est très apprécié. Puis bravo de faire du développement professionnel. Il y a tellement de monde qui oublie ce volet-là. Bravo d'être ici. Merci à toi, hein, Laurie. Hey, écoute, ça fait tellement plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Oui, merci pour le beau midi. Vraiment. Et merci aux autres participants. C'était bien le fun de jaser avec vous autres. Merci beaucoup, Laurie. Merci aux panélistes. Je vous partage quelques petites informations en rafale. Donc, on vous invite à aller compléter le formulaire d'appréciation des activités, donc à monurl.ca/apprécier ESPAD 23. Vous pouvez également utiliser le code QR qui est à l'écran. On va également
vous inviter, si vous participez à 3 activités et plus pendant la semaine de la FAD, à réclamer votre badge, donc en partenariat avec le cadre 21, à monurl.ca/badge ESPAD 23. Encore une fois, il y a un code QR à l'écran. Vous pouvez scanner la page. Également, merci à nos partenaires de cette édition 2023. Ils sont tous à l'écran. Un grand merci au ministère de l'Éducation, sans qui cet événement-là ne serait pas possible. Merci pour le financement. J'en profite vite pour vous inviter à notre cocktail de clôture propulsé par le REFAD. Donc, vendredi, le 24 février à 14h, on va avoir des beaux prix de participation à faire tirer. Et finalement, si vous voulez vous inscrire à d'autres activités de la semaine de la FAD, c'est encore possible. Donc, visitez le monurl.ca/ESPAD 23 pour l'ensemble de la programmation et aussi des rediffusions à venir parce que nos activités seront disponibles en rediffusion dans les prochains jours. Donc, on se retrouve à 14h. Laurie, tu l'as nommé. On te retrouve toi aussi, donc, pour ton atelier, le sketchnoting pour que l'inaccessible devienne visible. Merci encore à tout le monde. Merci aux participants. Je vous souhaite une bonne après-midi.